Maïsako, 22 42 58, Studio A. D'accord, nous avons un appelant de Makori Anoumambo, il se nomme Monsieur Aka. Monsieur Aka dit qu'à l'école publique d'Anoumambo, le COGES est une cotisation des parents d'élèves qui, selon Monsieur Aka, a été instituée par le ministère de l'Éducation nationale dans les écoles publiques. Monsieur Aka dit que cette cotisation du COGES est fixée à l'école publique d'Anoumambo à 10 000 francs CFA, alors que le prix normal, c'est 3 000 francs CFA. Il trouve ce montant, 10 000 francs CFA, trop élevé. Il voudrait que Madame la ministre intervienne dans ce domaine. Le deuxième appelant se nomme M. Kofi. Il appelle de Boaké. M. Kofi a, lui, deux préoccupations. La première, c'est que M. Kofi est enseignant dans le primaire, mais il travaille à l'inspection. Et certains parmi ces enseignants qui travaillent dans les inspections, comme lui, exercent dans les DREN. Les DREN, ce sont les directions régionales. Et ces enseignants ont été reclassés en A3. Donc, ils ont été surclassés, alors que les instituteurs, comme lui, demeurent en D3. Il aimerait que Madame la ministre fasse quelque chose pour corriger cette injustice. Sa deuxième préoccupation se situe au niveau des services des examens. Monsieur Kofi affirme que lors des examens, des enseignants sont envoyés sur le terrain. Mais ces enseignants qu'on envoie sur le terrain ne bénéficient ni d'hébergement, ni de frais de nourriture, alors qu'ils y restent jusqu'à des heures vraiment très tardives. Ils souhaiteraient donc qu'on les héberge, qu'ils y passent la nuit. Dans le cas contraire, ils sont exposés à des risques. Madame la ministre peut-elle se pencher sur ce cas? Monsieur Kwame, lui, appelle de Toumoudi. Selon Monsieur Kwame, il y a eu une ponction sur les salaires des enseignants l'année dernière. Et selon toujours Monsieur Kwame, Madame la ministre a dit que les ponctions faites injustement devraient être remboursées. Et à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Monsieur Kwame voudrait connaître la démarche à suivre pour avoir ce remboursement. Nous avons un dernier intervenant pour l'instant. Il se nomme Monsieur Kone. Il appelle de Cocody. Monsieur Kone nous ramène au problème des inscriptions. Il dit que sa fille est née en 2002. Mais après son inscription, il s'est rendu compte que sur les papiers de sa fille, il est inscrit qu'elle est née en 2000. Il voudrait savoir si la faute vient de l'administration ou si alors les parents ont pu se tromper, peut-être en inscrivant leur enfant. Il aimerait avoir l'avis de Madame la ministre sur cette question. Voilà pour les questions pour l'instant. Madame le ministre, vous commencez par la dernière ou la première? Je commencerai par la première. La première, Anoumambo, COGES, 10 000 francs. Je remercie encore les intervenants. Je voudrais féliciter M. Aka, parce que M. Aka a parfaitement raison. Les COGES n'ont pas le droit de lever des cotisations au-delà de 3 000 francs l'année. Et je souhaite d'ailleurs, je vais même donner un numéro de téléphone ici, le 20 21 62 18. Je souhaiterais que M. Aka prenne contact avec nous afin que nous puissions savoir exactement quel est ce responsable de COGES qui escroque de l'argent. Vraiment, c'est le cas de le dire. Parce que, voyez-vous, par le passé, beaucoup de choses se passaient. Et il faut reconnaître que depuis la nomination du nouveau responsable à la tête du SNAP COGES, c'est-à-dire que la structure qui gère le COGES, beaucoup de séminaires ont été organisés. En plus de cela, il a procédé au renouvellement justement des bureaux de COGES. Le président de la République a pris un décret et nous-mêmes, nous avons rencontré plusieurs fois les responsables de COGES pour dire qu'en tant que gestionnaire de l'école, en tant que parent d'élèves, il était de leur devoir de plutôt accompagner l'école au lieu de créer des entraves. Et donc, je voudrais dire ici qu'effectivement, il a parfaitement raison. C'est 3 000, ce n'est pas 10 000. Rapidement, classement des instituteurs. Oui, mais il faut dire qu'effectivement, tous les instituteurs seront classés en A3. Ça, c'est une décision qui a été prise
pour aller vite, je voudrais dire qu'il pourrait se rapprocher de la direction des ressources humaines pour avoir de plus amples informations. Le service des examens, bon, au niveau des examens, bon, il y a des indemnités qui sont données à tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation des examens. Peut-être que monsieur trouve que cela est insuffisant. Bon, ben, nous allons regarder cela. Les ponctions les ponctions injustes. Effectivement, le problème a été posé par certains syndicats en face du Premier ministre qui a demandé que toutes les erreurs commises soient réparées. Et il est évident que tous ceux qui ont subi de façon injuste des ponctions sur leur salaire seront remboursés. Oui, seront remboursés. Il demande la procédure. Je lui demande soit de s'adresser à la direction des ressources humaines pour qu'on lui explique un peu la procédure, ou alors tout simplement qu'il se rende à la fonction publique ou au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Koné de Cocody. Monsieur Koné de Cocody, je souhaiterais aussi que monsieur Koné se rapproche de nos services parce que nous n'avons pas les documents en face. Nous ne pouvons pas savoir la raison pour laquelle quelqu'un qui est né en 2002, il est marqué que la personne est née en 2000. Est-ce une erreur de frappe? Est-ce vraiment, je ne peux pas répondre. Mais encore une fois, je voudrais dire à M. Koné que nous restons ouverts, donc qu'ils prennent contact avec nos services pour résoudre ce problème. En tout état de cause, tous ceux qui ont des problèmes de matricule seront satisfaits. D'ailleurs, nous avons ouvert un bureau spécial pour cela. Donc, je demande à tous ceux qui sont concernés de prendre contact avec nos services. Merci, madame. La reconquête de l'excellence passe par des réformes et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'y attelle. Francis Boifo a échangé avec une consultante en réforme d'éducation pour savoir les étapes à suivre afin d'obtenir de bons résultats. Regardez. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à la reconquête de l'excellence. C'est la mise en œuvre de plusieurs réformes. L'on note ces 2 dernières années la création de salles multimédia dans les établissements du secondaire, la préinscription en ligne pour ne citer que ces exemples. Cette année, il est annoncé la construction et l'ouverture de plusieurs écoles, la création des collèges de proximité, suivi de la formation des enseignants polyvalents pour résoudre le déficit d'enseignants. Également évoqué la question de la réforme des examens du BEPC, du bac et de la barre d'admission au CEP. Autant de préoccupations à aplanir pour faire de la réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement technique une réalité acceptée de tous. Réalité parce que la conduite d'un projet de réforme suit plusieurs étapes. Pour qu'on parle de réforme, c'est qu'il y a eu d'abord une recherche. Et après la recherche, il y a la création du projet de réforme. Quand le projet est évalué et certifié et accepté, nous devons parler maintenant d'implémentation. Il faut savoir d'abord partager sa vision avec les parents d'élèves, la communauté et puis avec les leaders de communauté. Il faut qu'on essaye de former les leaders des écoles, des lycées, des collèges, à savoir approcher ces leaders de communauté, ces parents. Parce que c'est avec eux que nous allons pouvoir, quand je dis nous, je parle nous les éducateurs, pouvons maintenant savoir comment créer le plan d'implémentation du projet. Il faut avoir un plan de sensibilisation. Ça, c'est très important. Quand toutes ces étapes n'ont pas été suivies à la lettre, quel est le constat? Ben, on aura des difficultés. On peut même échouer. Revenant sur les nombreuses plaintes des parents d'élèves relatives à la préinscription en ligne des élèves du secondaire, la spécialiste en réforme d'éducation s'est voulue critique. Si les parents se plaignent, il y a aussi une raison. Sans doute, le ministère n'a pas su les approcher. Il n'y a pas eu de sensibilisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, le côté protocolaire, la pré-campagne de l'implémentation, c'est très important. C'est là où on devait approcher les parents, la communauté. Il fallait le faire au moins quelques mois bien avant de parler même de l'implémentation. Parce qu'ils ont les parts à dire là-dedans. C'est l'avenir de les enfants.
C'est à croire que la réussite d'une réforme nécessite le respect scrupuleux des différentes étapes qui la composent. Les responsables de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ont-ils associé véritablement les acteurs du système éducatif à l'idée de réforme? Madame le ministre, on va aller un peu vite, mais les Ivoiriens se rappellent encore l'échec de l'enseignement télévisuel. Cet enseignement a impacté négativement les performances de l'école avant d'être abandonné. La réforme des collèges de proximité n'est-elle pas une autre aventure? Vous me donnez l'occasion de parler des collèges de proximité. C'est quoi les collèges de proximité? Les collèges de proximité, c'est comme tous les autres collèges en Côte d'Ivoire. La seule différence, c'est que ces collèges seront dorénavant proches des populations. Comme vous le savez, le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de rapprocher l'école. Moi, c'est ce que je veux savoir. Non, je vais vous expliquer. Voilà, je vais vous expliquer. Le collège de proximité, c'est simplement un collège de petite taille, à base de, c'est-à-dire 2 classes par niveau, de la 6e à la 3e. Ces collèges de proximité sont dans des zones déshéritées, dans des zones où nous n'avons pas de collège. Ces collèges seront installés surtout en zone rurale. Ces collèges auront 10 enseignants au lieu de 18. Et nous aurons dans ces collèges des enseignants polyvalents. Voici la seule différence. Sinon, toutes les disciplines seront enseignées dans ces collèges. Les enseignants auront le même volume horaire, puisque ce sont des enseignants de collège, ils auront 21 heures de cours. Mais je voudrais dire que ce collège est une réforme qui nous permettra vraiment de prendre en compte beaucoup d'enfants ivoiriens. Madame, je vous pose la question. Vous avez parlé de rapprocher, Madame la ministre, les parents de leurs enfants, c'est-à-dire réduire les grossesses en milieu scolaire, c'est ça? Tout à fait. Et le collège de proximité peut être une solution. Parce que vous savez que c'est l'éloignement qui fait parfois que la fille n'est plus sous le contrôle de la famille, n'est plus sous le contrôle de la famille, elle est livrée à elle-même. Mais cela ne va pas empêcher certains enseignants d'engrosser leurs élèves, Madame la ministre. Je voudrais dire que nous regrettons, nous disons qu'il est formellement interdit à un enseignant, pas seulement à un enseignant, à tout membre de la famille éducative d'avoir des relations amoureuses, des relations sexuelles avec un élève, parce que nous avons pour mission d'éduquer les enfants et ce n'est pas à nous de mettre un coup d'arrêt. Vous dites que c'est interdit, mais est-ce que vous avez pris des mesures de coercition justement pour les empêcher justement de s'adonner à ces pratiques, ces enseignants-là, je dirais? Tous les cas qui nous ont été signalés ont été sanctionnés, tous ces enseignants. Comment vous les avez sanctionnés? Mais il y a des sanctions disciplinaires. Il y a des sanctions disciplinaires. L'enseignant passe devant le... Donc, il y a des sanctions disciplinaires, passe devant le comité de discipline. Il y a des enseignants qui ont même été radiés. Il y a des enseignants qui se sont retrouvés en prison. Mais je voudrais dire que ce ne sont pas seulement les enseignants. Sur ces choses-là, c'est important. Communiquer. Bon, d'accord, vous avez parfaitement raison. Oui. Peut-être que nous allons communiquer tout à l'heure, madame, comme on n'a pas assez de temps, tout à l'heure, madame la ministre, vous comptez recruter des instituteurs diplômés du supérieur pour enseigner. Ce sont des instituteurs diplômés du supérieur qui devront enseigner dans ces collèges de proximité. C'est bien ça? Évidemment, nous voulons offrir un profil de carrière aux enseignants parce que sachez aussi que parmi les instituteurs, certains ont des niveaux universitaires. Ceux qui ont le niveau universitaire pourront passer le concours, rentrer à l'école normale supérieure comme tous les autres enseignants, être formés et puis ensuite aller enseigner. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas rentrés dans des écoles nationales, à l'école nationale supérieure, madame. On les prend parce qu'ils ont eu des rudiments, justement. Ils ont eu une licence. Pourtant, ils sont des instituteurs. Nous savons tous que l'enseignement, c'est un sacerdoce. Donc, il faut vraiment qu'ils soient formés à l'ENS pour transmettre le savoir. Il ne faut pas faire de l'à peu près, madame la ministre. Je voudrais vous dire que les collèges de proximité n'ont même pas encore été construits. C'est un projet. Oui, mais c'est en 2014 que le projet va prendre forme. Deuxièmement, nous n'avons pas encore recruté d'instituteurs. Mais c'est ce qui est prévu. Mais écoute, ce sont des citoyens ivoiriens et moi je préfère vraiment que nous puissions... Au contraire, ça va même créer la motivation. Parce que voici des jeunes ou des adultes
qui sont instituteurs, qui font l'effort de prendre des cours à l'université, qui ont des diplômes universitaires, mais qu'on leur donne la possibilité... À quel type d'enseignants les apprenants auront donc à faire, Madame la ministre? Dites-nous. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme du supérieur pour enseigner, il faut y être préparé. Madame, je voudrais dire simplement que ces personnes-là passeront un concours, rentreront à l'école normale supérieure pour être formés comme tous les autres enseignants. Et c'est par la suite qu'ils iront sur le terrain. Parce que nous pensions plutôt que ce recrutement des enseignants, de ces instituteurs diplômés-là, serait lié au fait que le ministère voudrait économiser de l'argent et ne pas recruter des enseignants qualifiés qui coûteraient peut-être plus cher au ministère. Mais, bon, madame, je voudrais vous dire que c'est même un avantage. Parce que ces enseignants-là, d'abord, ils ont la pédagogie. Un avantage pour eux, mais pas pour les apprenants. Mais bien sûr, pour les apprenants. Parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour faire cela. Mais c'est des pédagogues. Ils ont déjà enseigné. Ils ont déjà enseigné. Ce sont des instituteurs. L'enseignement au niveau de l'école primaire, ce n'est pas le même enseignement au niveau du collège, Madame la ministre. Vous convenez? C'est pour cette raison qu'ils iront à l'école normale supérieure pour être formés avant d'aller sur le terrain. C'est maintenant que vous le dites. Sinon, au départ, non, c'est ça la réforme. Okay. La réforme, c'est tout Ivoirien aura la possibilité de passer le concours, mais nous voulons donner la chance aux instituteurs qui sont déjà des pédagogues, hein. Deuxièmement, qui ont la pratique de la polyvalence, parce que quand ils sont un instituteur, enseigne plusieurs disciplines, et ceux-là qui ont de l'expérience passeront un concours pour entrer à l'école normale supérieure, ils sortiront, et nous pensons même qu'ils auront une avance sur des jeunes qu'on prendrait comme ça pour aller enseigner. Donc, et je voulais vous dire que... Les Ivoiriens ne doivent donc pas s'inquiéter, Madame la ministre. Pas du tout. Les collèges de proximité, c'est exactement les mêmes collèges sur toute l'étendue du territoire. Je vous ai simplement dit, la différence, c'est que ce seraient des collèges à base 2, où les enseignants seront polyvalents, c'est-à-dire 10 enseignants, là où il en faudra 18, parce qu'un enseignant enseignera 2 matières. Mais je voudrais vous dire aussi que ce n'est pas nouveau. Madame le ministre qui vous parle, lorsque nous avions fini, en tant que professeur d'anglais, nous avons la possibilité d'enseigner le français. Donc, nous étions polyvalents. Donc, la polyvalence existait et nous pensons que pour quand même combler le déficit, parce que c'est une réalité. Tout à l'heure, plusieurs personnes ont appelé. Si nous ne prenons pas de mesures, madame, nous pensons qu'il va être difficile de combler les déficits en enseignant et nous pensons que les collèges de proximité, en plus de tous ces avantages, ces collèges-là permettront de recruter un certain nombre d'enseignants pour pouvoir dispenser le savoir à l'ensemble des élèves ivoiriens. Bien, Madame la ministre, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons passer tout de suite à l'enseignement en langue maternelle, un autre défi auquel doit faire face votre département. L'UNESCO soutient que le meilleur support pour enseigner un enfant est sa langue maternelle. Vous le croyez aussi, Madame la ministre? C'est l'expérience qui nous le dit. Cette expérience-là est faite en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Nous avons commencé... qu'est-ce que ça a donné? De très bons résultats. Mais les langues maternelles, on ne les introduit pas au baccalauréat ni au BEPC. Quand les élèves vont composer au BEPC ou au baccalauréat, il n'y a pas de langue maternelle, il n'y a pas de BT, il n'y a pas de gourou, de Sénoufo. Donc à quoi ça sert finalement? Je voudrais vous informer que c'est seulement au CP1 et au CP2 que les élèves sont enseignés dans leur langue maternelle. Oui. À partir de la classe de CE1, ils pratiquent le programme officiel, c'est-à-dire le programme en français. Mais les résultats des études ont montré que les enfants qui sont passés par ces écoles sont très bons en mathématiques, en sciences et en français. Et d'ailleurs, la première promotion est cette année à l'INP de Yamoussoukro. Il y a des enfants qui ne comprennent pas leur langue maternelle, qui ont leurs 2 parents, un parent BT, un parent baoulé par exemple, mais qui excellent à l'école, qui sont très intelligents, qui ont de bons résultats scolaires. Mais nous voulons donner la possibilité, et d'ailleurs, tout le monde souhaite aujourd'hui en Côte d'Ivoire que nos enfants puissent parler leur langue maternelle. Je pense que c'est une occasion qui est offerte. Mais je voudrais dire que ce sont environ 15 langues qui sont utilisées dans ce programme-là. Ces 15 langues représentent les 15 grands groupes ethniques. Donc, rien n'est imposé. Si l'enfant est ébrié, l'apprentissage se fait en ébrié au CP1 et au CP2. Et je peux vous dire
et surtout vous assurer que cela donne de très bons résultats. Parce que ça permet à l'enfant de mieux comprendre. Bien, Madame la Ministre, merci. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons passer tout de suite à l'enseignement confessionnel islamique. L'enseignement confessionnel islamique entend être un label de scolarisation de masse en Côte d'Ivoire. Pourtant, le système éducatif ivoirien est laïque. Alors, ces élèves formés dans ces écoles confessionnelles islamiques obtiennent-ils des diplômes en histoire, en théologie? J'aimerais comprendre, Madame la Ministre. Nous avons pour mission d'éduquer et de former tous les enfants ivoiriens. Tout comme nous prenons en compte les enfants qui sont dans les écoles confessionnelles catholiques, nous avons décidé d'intégrer tous les enfants des écoles qui vont se conformer au régime et au programme officiel. Les écoles catholiques, mais là, c'est encore le système laïque, alors qu'au niveau de l'enseignement islamique, l'enseignement islamique va aborder la question de la formation comme les autres, c'est ça? Et les autres tout à fait. C'est le programme officiel, à la différence. Chez les catholiques, on donne des cours de théologie, des cours de catéchisme. Chez les musulmans, ils donneront des cours coraniques. C'est la seule différence. Ils vont poursuivre ensuite dans les universités publiques ivoiriennes sans problème. Exactement, puisqu'ils font le programme officiel. Bien, Madame la Ministre, j'aurais souhaité poser d'autres questions encore, surtout concernant l'alphabétisme en Côte d'Ivoire, l'éducation au développement durable. Il est l'heure, s'il te plaît, il est l'heure. Madame, avant votre conclusion, je voudrais signaler qu'au niveau des réformes, justement, qu'on veut entreprendre ici, ça n'a pas marché au Burkina Faso. Est-ce qu'ici, vous avez pris toutes les dispositions pour ne pas qu'on commette ces mêmes erreurs? Parce que généralement, c'est le problème qui se pose. On prend de bonnes décisions, mais la manière de les... Nous sommes renseignés. La réforme des collèges, telle que nous l'envisageons ici, n'a pas été appliquée au Burkina Faso. Voilà. Donc, je voudrais vous donner des assurances pour dire que... Tel qu'on veut faire ici, c'est différent. C'est totalement différent et c'est même à l'avantage de notre système éducatif. Puisque ça prendra en compte beaucoup plus d'élèves. Ok. Votre conclusion, madame? Bon, avec votre permission, je voudrais dire à madame que j'aurais bien voulu moi aussi pouvoir répondre à d'autres questions. Mais malheureusement, le temps qui nous est imparti pas court, mais bon, on ne peut pas tout épuiser. On ne peut pas tout épuiser. On aura d'autres occasions, mais je promets revenir. Je promets revenir parce qu'à l'Éducation nationale, nous avons beaucoup à dire. Avec votre permission, je voudrais dire que avant d'entrer au terme de cette émission, j'aimerais surtout que l'on retienne que l'école a été fortement ébranlée dans ses fondements. C'est pourquoi des sacrifices énormes ont été consentis par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour réinstaller le système éducatif dans ses fondamentaux. Aujourd'hui, notre école est sur la bonne voie pour son renouveau et réussir ainsi sa mission qui est de former le citoyen de type nouveau pour l'avènement de la Côte d'Ivoire émergente. Vous convenez avec moi que c'est un défi, je dirais même un grand défi, qui nécessite la mobilisation de tous et l'implication surtout de chaque acteur, c'est-à-dire enseignants, personnel d'encadrement, élèves et parents d'élèves pour un meilleur encadrement de nos enfants. C'est seulement à ce prix que nous aurons une école de la réussite, une école de l'excellence. J'ai été très heureuse de participer à cette émission. Encore une fois, je voudrais réitérer mes remerciements à Madame le ministre de la Communication, au DG de la RTI et à vous-même, les journalistes ici sur le plateau. Merci Madame. En tout cas, une telle école, nous en rêvons. Merci, chers confrères. Nesmond Delors de Nord-Sud, Herman Guivet de Radio Côte d'Ivoire et Amikanga de RTI E2. Bonsoir chez vous.